Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous accueillir à l'Université de Mons. Attendre que tout le monde s'installe. C'est chouette de voir autant de monde présent. Voilà, alors cette soirée, elle a lieu dans le cadre de la Semaine internationale du cerveau. Ça fait, je pense, 15 ou 20 ans qu'on organise pratiquement chaque année avec Laurence une activité dans ce cadre-là. Et puis il y a quelques mois, en discutant sur le thème qu'on allait aborder cette année, Laurence nous propose d'aborder le sujet de la psilocybine. Alors moi, j'y connaissais strictement rien. Je me dis, tiens, c'est quoi ce truc? Est-ce que ça va intéresser du monde? Et puis en discutant avec elle, avec Pierre, je vous l'ai présenté plus en détail, en allant voir un peu sur Internet, je me suis rendu compte que c'est un monde absolument vertigineux. Et donc on s'est dit, on va essayer d'organiser une soirée avec des intervenants, que ce soit au niveau biologique, pharmacie ou plutôt application thérapeutique éventuelle. Et donc je vais vous présenter les intervenants. Alors on a Laurence dont je parlais, Laurence Ries est chef du service de neurosciences de l'université. Son domaine de recherche, c'est tout ce qui concerne en fait la mémoire et les maladies neurodégénératives. Elle est très active dans tout ce qui est vulgarisation, partage des connaissances et bien d'autres choses encore. Allez-y, n'hésitez pas. Voilà. Alors on a Pierre Duet qui est aussi prof à Lumons et qui lui est spécialiste de pharmacognosie. Alors c'est un terme un peu barbare qui veut en gros dire que Pierre est spécialiste des plantes médicinales. Il mène des recherches assez extraordinaires avec notamment des chercheurs au Congo, au Burkina Faso, en Chine également, où l'idée c'est d'essayer de voir où sont les molécules à potentiel thérapeutique dans les traitements traditionnels dans ces cultures. Et donc c'est aussi un complice de tous les mauvais coups. On a mis sur pied quelques années avec lui une expo sur les plantes médicinales. Voilà. Et puis on a la chance d'accueillir aussi le docteur Pierre Schepens, qui est en fait psychiatre. Il est directeur de l'SBL qui gère en fait 3 hôpitaux. Donc on a la clinique du Bois de Pierre, de la Forêt de Soigne et la résidence... Voilà, Génétique Scobos. Voilà. Alors, Pierre Schepens est aussi l'auteur de différents ouvrages. J'en ai juste noté quelques-uns. Donc, il y a Nouvelle drogue de la génération rêve. Il y a la génération cannabis et Tous fous de la psychiatrie 5.0. Et il est aussi chroniqueur sur la première depuis près de 20 ans. Voilà. Donc, on a vraiment des chouettes invités ce soir. Alors, comment ça va se passer? On a appelé cette soirée table ronde. Alors, je sais que ça induit chez certains des hésitations en se disant tiens, est-ce qu'une table ronde c'est quelque chose pour spécialistes? On a peut-être mal choisi le terme, on fera mieux la prochaine fois. L'idée c'est de vous proposer un échange en fait entre vous et les experts autour de toutes ces questions-là, en toute convivialité. Donc on peut appeler ça comme on veut, un débat, une soirée d'échange, peu importe. Alors pour nourrir les discussions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter chacun des intervenants durant une quinzaine de minutes chacun. Donc on aura une partie plus sur le cerveau, une partie plus sur l'historique des plantes comment on appelle, des substances psychédéliques, comme ça qu'on dit, voilà, hallucinogènes. Et puis Pierre nous parlera plutôt où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans le domaine des applications potentielles et des recherches. Voilà, passez une belle soirée, à tout à l'heure. Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Un grand merci pour votre présence. Ça fait plaisir en effet de voir du monde lorsque l'on organise ces conférences. Donc, comme introduction, moi je vais vous parler un petit peu du cerveau. C'est ma mission. Alors, parler du cerveau en 10 à 15 minutes, c'est compliqué évidemment. Alors, je vais essayer plutôt de donner des pistes, des indices qui permettront peut-être de mieux comprendre ensuite les exposés qui viendront sur les molécules dont on va parler et également sur leurs potentiels effets plus tard sur le cerveau. Alors si on rentre à l'intérieur de ce cerveau, évidemment la première chose que l'on voit c'est les cellules qui le composent, ces cellules que l'on appelle des neurones. Et les cellules qui composent le cerveau, leur particularité c'est d'entrer en communication les unes avec les autres et c'est vraiment là-dessus sur cette base que le cerveau va fonctionner, puisqu'on parle de réseau neuronal. Alors, on a 100 milliards de neurones dans notre cerveau, et ces neurones sont connectés de telle façon qu'il y a 1 million, 2 milliards de connexions neuronales, c'est-à-dire des endroits où les neurones se parlent, où les neurones sont en communication les uns avec les autres. Ces endroits où les neurones se parlent, c'est ces endroits qui sont entourés ici, ce sont les synapses. C'est-à-dire que ces petites zones vont permettre à l'information de passer d'un neurone à l'autre. Et pour que cette information puisse passer d'un neurone à l'autre, eh bien,
les neurones vont utiliser des molécules chimiques qu'on appelle les neurotransmetteurs. Et c'est ces molécules chimiques dont on va parler, en tout cas certaines d'entre elles, dont on va parler aujourd'hui, qui peuvent donc moduler l'activité cérébrale, l'activité du cerveau. Alors, le cerveau, il se construit pendant le développement embryonnaire, évidemment, et donc il va être caractérisé par des communications entre les différentes zones du cerveau. Alors, ce que vous voyez là, ce sont les deux hémisphères cérébraux, l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit, d'accord. Et pourquoi toutes ces lignes sont représentées? Eh bien, c'est toutes les grandes connexions. Donc, c'est toutes les voies de communication entre le cerveau gauche et le cerveau droit, entre la partie avant et la partie arrière, et également toutes les zones du cortex qui vont aller vers le centre, et le centre qui va aller vers le cortex. Donc, on a pu bien démontrer comment les neurones communiquaient les uns avec les autres, et toutes ces grandes voies vont se mettre en place pendant le développement embryonnaire, et ça va être codé de manière génétique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une grande marge d'erreur, c'est votre code génétique qui va faire en sorte que tous les neurones sont au bon endroit et sont bien connectés les uns avec les autres, et que ces grandes communications se mettent en place et sont présentes à la naissance. Ça va d'ailleurs permettre, dès la naissance, d'avoir des capacités qui existent. Donc les bébés ont certaines capacités. Déjà, ils peuvent reconnaître très très vite des phonèmes, donc comprendre le langage. Ils peuvent très vite également dénombrer les objets. Ils peuvent très vite faire des projections sur ce qui se passe autour d'eux et commencer à comprendre le monde. Et donc, ça, c'est la première chose qui est importante. L'autre chose, mais qui est encore plus importante, c'est qu'une fois que le réseau est établi grâce aux gènes, eh bien, l'environnement va avoir un impact très important sur la manière dont les neurones vont se connecter précisément les uns aux autres. Donc, le million de milliards de connexions, eh bien, il n'est pas en place à la naissance. Donc, les grandes voies de communication sont en place, ça c'est sûr, mais après, il va y avoir toute une série de nouvelles connexions qui vont se mettre en place et qui pourront se moduler tout le long de la vie. C'est ce qui va permettre les apprentissages, c'est ce qui va permettre au cerveau d'évoluer pendant toute la vie, c'est ce qui va permettre également de se construire. Et donc, c'est ce qu'on appelle la plasticité synaptique, c'est la capacité qu'a notre cerveau de modifier la manière dont les neurones communiquent les uns avec les autres. Et donc, on va parler de voies de communication. La voie de communication, c'est la manière dont une information qui provient de l'extérieur va entrer dans votre cerveau, va être traitée à l'intérieur de votre cerveau pour éventuellement mener à un comportement et donc à une sortie motrice et qui va faire que vous pourrez agir sur l'environnement. Donc, deux aspects. Un aspect inné, les grandes connexions sont en place. Un aspect acquis qui fait que les connexions précises vont pouvoir se moduler au cours de la vie. Et donc, deux exemples. Le mouvement, eh bien, tout petit, il y a toute une série de programmes moteurs qui sont déjà là, qui va faire que des chatons vont très spontanément se mettre à bouger, à jouer. Et ça, c'est des programmes moteurs qui sont préinscrits et qui vont faire que le corps fonctionne très bien. Mais évidemment, vous le savez, les programmes moteurs, eh bien, on peut les affiner, on peut les entraîner, on peut faire en sorte d'être capable de faire des mouvements que personne d'autre n'est capable de faire. Eh bien, si la gymnaste est capable de faire cela, c'est parce que dans son cerveau, il s'est passé des choses. Les communications entre les neurones ont été modifiées de telle manière à pouvoir avoir un programme moteur comme celui-ci. Si maintenant on s'intéresse à la perception, donc l'inverse, donc si l'information qui va arriver dans notre cerveau, et j'ai choisi la perception visuelle, lorsque l'on reçoit une information visuelle sur notre rétine, cette information va être traitée de différentes façons par les cellules de la rétine et puis par le cerveau, de manière assez systématique, c'est-à-dire ça a été aussi précodé, c'est-à-dire que tout le monde perçoit les choses de la même façon à ce stade-là. Qu'est-ce que l'on perçoit dans une scène visuelle? On perçoit des lignes de différentes orientations, on perçoit des couleurs, on perçoit des contrastes, on perçoit le relief en 3D grâce à la disparité entre les deux yeux, et on perçoit le mouvement. Ça, c'est ce que notre cortex visuel est capable de faire, c'est percevoir toutes ces informations de manière séparée. Et ensuite, à partir de là, on va déterminer quels sont les contours, quelles sont les propriétés de surface, déterminer les formes, la profondeur, et finalement retrouver l'objet en mouvement. Mais lorsqu'on est là, lorsque l'objet a été reconnu en tant qu'objet, c'est-à-dire avec un contour, avec des caractéristiques, on n'en est nulle part dans la perception. Ce n'est pas parce que votre cerveau a perçu des lignes, des couleurs, des formes du mouvement qu'il sait que c'est un cheval en train de courir devant vous.
L'information qui vous dit c'est un cheval en train de courir devant moi, c'est toute une construction que votre cerveau va faire suite à son apprentissage, parce que la première fois qu'il voit un cheval, on lui dit que c'est un cheval. La deuxième fois qu'il voit un cheval, il reconnaît le cheval. Si on lui montre un zèbre, il va dire que c'est un cheval. Non, ce n'est pas un cheval, c'est un zèbre. Et puis, il va apprendre à catégoriser les différents éléments. Ça veut dire qu'au cours de l'apprentissage, il y a toute une série d'informations qui vont passer par le cerveau de telle manière à pouvoir percevoir les objets de manière consciente et donc de pouvoir les manipuler. Alors ça, c'est important parce que on va parler d'hallucinogènes, et les hallucinogènes, principalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils modifient la perception. Donc la perception va être altérée, va être modifiée. Et pourquoi elle peut être altérée? C'est précisément parce que cette perception, ce n'est pas juste une image copiée-collée qui arrive dans le cerveau. C'est pas l'information arrive, elle est collée comme un ordinateur qui décode et qui compare les choses. L'information elle est reçue dans le cerveau et le cerveau reconstruit une image, reconstruit le monde tel qu'il pense qu'il existe grâce à son apprentissage. Et donc souvent on représente de manière simplifiée la manière dont notre cerveau fonctionne comme ceci, c'est-à-dire on a la sensibilité, donc, tous les sens, la vision, l'audition, l'olfaction, les sens tactiles, etc. Cette information qui rentre de l'environnement via la sensibilité va permettre d'agir, soit de manière réflexe, soit d'agir après être passé par le système cognitif, c'est-à-dire avoir généré une pensée qui permet de générer une action. Okay. Mais à ce schéma simplifié, il faut, je pense, ajouter des flèches un petit peu partout, parce qu'en réalité, on se rend compte que, bien entendu, nos actions vont avoir un impact sur l'environnement, que nos actions peuvent avoir un impact sur la manière dont on ressent les choses à l'extérieur. Le fait d'agir sur le monde va faire que l'on va ressentir le monde différemment, que nos sensations, bien entendu, ont un effet sur la cognition, mais que notre cognition peut avoir un effet sur nos sensations également. Et là, pareil, la cognition va agir sur l'action, mais l'action peut également influencer la manière dont on pense, la manière dont on réfléchit. Pourquoi cela? C'est parce que, de nouveau, tous nos neurones sont connectés les uns avec les autres. Ils communiquent dans les deux sens à chaque fois. Ça veut dire que tout va subir une certaine influence. Alors, je vous donne un exemple pour vous montrer que la cognition, c'est-à-dire la pensée, va influencer la sensation, la perception sensorielle. Donc, ça veut dire que votre cerveau qui s'occupe de la vision, on appelle ça le cortex visuel, il reçoit de l'information en provenance de la rétine. C'est ce que je vous ai montré sur cette slide-ci. Ça, c'est la rétine qui envoie de l'information, d'accord, sur votre cortex visuel. Mais il reçoit également de l'information qui provient des structures corticales supérieures. Et donc, il va combiner les deux pour recréer ce qu'il voit réellement, ce qu'il perçoit. Et donc, si je vous demande ce que vous voyez sur cette image-là, spontanément, vous voyez un triangle. Vous voyez aussi des pommes, j'espère. Mais spontanément, lorsque l'on montre l'image, on voit un triangle qui est là. Ce triangle, il n'existe pas. D'accord? Il n'y a pas de ligne ici, il n'y a pas de ligne là, il n'y a pas de ligne là. Donc, en réalité, il n'y a pas de triangle. Mais on voit un triangle. Alors, on pourrait dire, on imagine un triangle. Non, on ne l'imagine pas, on le voit. On le voit vraiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les neurones qui sont ici ont reçu l'information qui provient des rétines, qui est l'information ici des bords, et ont reçu du cerveau une information qui dit que quand il y a des bords là, ça veut dire que c'est un triangle, et donc on reconstruit, donc on crée de l'image là où il n'y en a pas pour pouvoir voir le triangle. Alors il y a toute une série de recherches qui ont été faites là-dessus, qui ont fait dire à cet auteur, ici récemment, Keller, de Nature, que quand il n'y a rien à voir, le cerveau voit ce qu'il attend, ce qu'il expecte aussi, donc ce qu'il s'attend à voir, sur la base du contexte, donc de ce qu'il a appris, du contexte général, etc. Cela montre que le cerveau est en réalité une machine de prédiction. Donc ce n'est pas juste un robot qui reçoit de l'information et qui traite cette information. Le cerveau, c'est un simulateur de monde, c'est-à-dire il se fait une représentation de monde à partir de la sensation, à partir de la sensibilité, mais c'est réellement une construction, et à partir du moment où il a fait une représentation du monde, il utilise cette représentation pour voir ce qu'il veut voir. Et ça, c'est important parce que la manière dont on perçoit le monde dépend très très fort de tout ce que l'on a vécu avant, de tout ce que l'on a appris, et de la construction de l'idée que l'on s'est fait du monde, et qui nous permet de voir ce que l'on veut voir. Et ce n'est pas psychologique, c'est plus que psychologique. C'est vraiment un travail cérébral qui est fait. Le cerveau a besoin
que notre vision du monde soit cohérente, et si quelque chose n'est pas cohérent, il efface et il remplace par quelque chose de plus cohérent pour lui. Donc, si on généralise maintenant aux croyances en général, donc on exploite l'information selon nos croyances. C'est un filtre ou une lentille qui permet de réduire le chaos du monde en quelque chose de plus gérable. Puisque évidemment, si on regarde tout ce qui nous parvient en permanence de tous nos sens, c'est des informations, c'est des milliers et des milliers d'informations qui parviennent en permanence à notre cerveau. J'ai des informations visuelles, j'ai des informations proprioceptives, j'ai des informations tactiles, odorantes, etc. Donc j'ai vraiment beaucoup d'informations et je dois trier un petit peu toutes ces informations pour avoir de la cohérence. Notre représentation doit être cohérente et donc notre cerveau va choisir l'interprétation la plus probable. Et donc on fait des assumptions en permanence de qui nous sommes et de comment fonctionne le monde. Les murs sont solides et ne bougent pas, le ciel est bleu, l'eau courante est liquide, le temps et l'espace sont définis, le monde est sécurisant ou dangereux, on est entouré de personnes de confiance ou de traîtres, on peut apprendre le bonheur et le succès ou être voué à l'échec. Donc, si on part de ce qu'on connaît de la vision et de la manière dont notre vision peut être modulée, enfin notre perception visuelle peut être modulée par notre cerveau, eh bien tous ces comportements peuvent également être modulés par la manière dont notre cerveau fonctionne, la manière dont il a appris les choses. Et donc, sur cette base-là, les psychédéliques ou les hallucinogènes en général pourraient être une opportunité de re-questionner nos croyances, c'est-à-dire à partir du moment où on a créé une vision que l'on pense être cohérente du monde, est-ce que l'on peut changer notre vision du monde? Passer d'un état où on pense qu'on est entouré de traîtres et qu'on est voué à l'échec, à un état où on pense qu'on est entouré de personnes de confiance et qu'on peut avancer dans la vie. Est-ce qu'il y a possibilité de changer notre mode de pensée? Alors le modèle qui est proposé actuellement en recherche sur le cerveau, c'est de dire que les molécules psychédéliques pourraient modifier temporairement l'activité, les connexions entre les neurones pour ouvrir des fenêtres, en quelque sorte, des espaces qui permettraient au cerveau de changer un petit peu son mode de fonctionnement, de changer de voie de communication. Et donc ça, c'est représenté ici. Donc ça, c'est le cerveau qui fonctionne normalement. Il reçoit des entrées sensorielles. Et donc, ces entrées sensorielles vont être fortement influencées par des prédictions, c'est-à-dire par la vision cohérente du monde que l'on a. Et donc ça, c'est représenté par les flèches ici. Donc on a du top-down, donc notre cerveau décide de ce que l'on voit et de la manière dont on perçoit les choses. Et de temps en temps, il y a quand même des signaux d'erreur qui parviennent, heureusement. Ça, c'est l'apprentissage. Donc on pense que les choses vont se passer comme cela. On a un signal d'erreur et on change notre manière de penser, et on évolue, on apprend, etc. Ça, c'est le cerveau qui fonctionne normalement. L'hypothèse serait que sous l'effet de certaines substances, notamment les psychédéliques, il y aurait une modification ici de ces connexions qui ferait que le top-down serait moins fort, serait moins puissant, et donc les entrées sensorielles seraient, elles, plus puissantes et permettraient aurait une plus grande influence sur la manière dont on perçoit les choses, sur la manière dont on construit le monde. Et donc, ces fenêtres d'opportunité permettraient de se dire « Ah bah oui, finalement, c'est pas comme je pensais, c'est autrement », et donc d'aller vers une modification ultérieure. Ce n'est encore que des théories. Actuellement, il y a beaucoup de travaux sur les imageries cérébrales qui sont faits pour essayer de comprendre les connexions entre les neurones, mais on n'est pas encore tout à fait résolu. Donc voilà, mon temps de parole, c'est ce que je voulais vous dire sur les 10 minutes, et je passe la parole à mon collègue. S'il te plaît. Ok, merci Laurence. Je pense que le micro, ça va. Donc moi, j'avais proposé de faire une petite histoire des psychédéliques et de vous parler des plantes et des molécules actives. Alors tout d'abord, les psychédéliques, ce sont des substances contrôlées. Et en fait, ce sont des substances qui sont contrôlées depuis la Convention sur les psychotropes de 1971, une convention mondiale avec plus de 180 États qui l'ont signée. Et en fait, cette convention, elle reconnaît toute une série de substances comme étant des stupéfiants. Et cette reconnaissance, elle va être basée sur le fait que ces substances sont addictives, dangereuses ou portent à des comportements dangereux.
Alors, sur le cercle extérieur, ce sont les psychotropes classiques, des substances qu'on connaît à partir de plantes et les anciennes substances. Et au centre sont les nouveaux produits de synthèse, donc les drug designers, les médicaments ou les pseudo-médicaments qu'on fabrique, qui ressemblent à des neurotransmetteurs et qui vont également avoir des effets puissants. Alors, les hallucinogènes se classent là-dedans. Et en fait, dans les hallucinogènes, on va retrouver pas mal de molécules qui sont des molécules originaires de plantes. Et ces molécules sont retrouvées classées dans les substances psychotropes interdites, alors que certaines de ces molécules ne sont pas addictives. Et dans les connaissances actuelles, elles ne font pas de dégâts au niveau du cerveau. Et donc, on a classé ces substances parce que des hallucinations, c'est pas bien, ça fait peur. Et donc, on les a classées avec les stupéfiants. Alors, les hallucinogènes sont des composés chimiques qui, à des doses non toxiques, produisent des changements dans la perception, dans la pensée, dans l'humeur, qui produisent rarement une confusion mentale, rarement des pertes de mémoire ou de désorganisation de la personne, du lieu et du temps. Alors, ce sont des composés aussi bien d'origine végétale que d'origine animale. On va retrouver des hallucinogènes dans des crapauds, des grenouilles, des poissons, également des molécules synthétiques, le LSD, dont on va reparler. Alors les hallucinations peuvent être visuelles, mais elles peuvent également être auditives, tactiques, et finalement tous les sens peuvent être sujets à des hallucinations. Et on a eu une classification avec des tas de mots compliqués et des mots qui finalement se recouvrent les uns les autres, et une classification assez baroque. Alors là-dedans, on parle également de psychotomimétique, parce qu'on pensait que les hallucinogènes induisaient des états qui ressemblaient aux psychoses, mais aujourd'hui, avec les progrès de l'imagerie cérébrale, on voit bien que ce n'est pas vrai, que les états induits sont totalement différents. Alors on parle souvent de psychédélique, mais on préfère également le terme hallucinogène, parce que psychédélique a une notion amusement, plaisir, une notion hippie des années 70, et finalement on préfère parler aujourd'hui d'hallucinogène. Alors, au niveau historique, je me suis demandé quelles étaient les premières personnes qui avaient été codifiées, qui avaient été décrire scientifiquement les hallucinogènes. Et finalement, j'ai trouvé que c'est le naturaliste Carl von Linné. Linné, c'est l'inventeur de la classification binomiale, qui a inventé la classification en deux mots avec lesquels on va désigner les plantes, classification avec laquelle on vit toujours aujourd'hui. Et en fait, Linné, il a encadré toute une série de doctorants. Et un de ces doctorants a fait une thèse sur Inebrianta. Alors, il étudiait la bière et les falsifications de la bière en Suède. Et puis, il a dérivé, il a commencé à faire l'inventaire de toutes les plantes et de toutes les substances qui étaient connues pour être des psychotropes. Donc, le premier véritable ouvrage scientifique. Alors, l'autre ouvrage, vous pouvez également le trouver assez facilement. C'est un ouvrage qui est écrit par Albert Hofmann. Albert Hofmann, c'est le découvreur du LSD, c'est lui qui a synthétisé le LSD. C'est l'homme qui a également étudié les champignons mexicains, les psilocybès, on va en reparler. Et c'est un homme également qui a parcouru toute la planète à la recherche des substances psychotropes et surtout à la recherche des hallucinogènes. Et en fait, il a trouvé ces hallucinogènes pratiquement partout sur la planète. Et on voit que créer des hallucinations, c'est quelque chose qui est commun à pratiquement toutes les cultures. Donc il y a des trous sur la carte, mais globalement, le fait de créer des hallucinations est quelque chose de commun. Il va même plus loin, il dit que ça fait partie des fondements culturels et que c'est suite à des expériences hallucinogènes qu'on a créé par exemple la notion de Dieu, la notion de déité. Et qu'en fait, avec les hallucinogènes, on s'est rendu compte qu'il y aurait un monde derrière le monde que nous percevons. Et ce monde étant celui des dieux, avec les hallucinogènes, on va pouvoir communiquer avec eux. Et on retrouve ça un peu sur toute la planète. Alors, de manière intéressante, c'est en Amérique latine et en Amérique centrale qu'il y a le plus de plantes hallucinogènes qui ont été reconnues par l'homme, qui sont encore régulièrement utilisées. Par rapport à l'Afrique, on a des biotopes tropicaux, des biotopes également très riches. De manière étonnante, c'est en Amérique latine qu'on a découvert le plus de substances hallucinogènes. Alors ces substances, on peut les classer grossièrement en trois catégories. Les alcaloïdes tropaniques,
On va voir de quoi il s'agit dans les transparents suivants. Les alcaloïdes indoliques, et puis des substances qui ont d'autres propriétés ou d'autres types de principes actifs. Dans ces substances, il y a le cannabis, l'amanite muscarine, un champignon, et la sauge des devins. On a des substances relativement différentes des autres. Alors le cannabis, on ne va pas trop en parler, parce que ce n'est pas vraiment un hallucinogène, c'est plutôt une plante qui va induire des sensations de douceur, de relaxation, et on pourrait faire une conférence complète sur le cannabis. Donc on va l'évacuer, et on va plutôt parler des autres plantes, des vrais hallucinogènes. Alors je vous parlais de l'Amérique latine, mais c'est intéressant de constater qu'en Amérique latine, on va retrouver beaucoup de traces d'utilisation des hallucinogènes. Vous avez ici ce qu'on appelle le prince aztèque des fleurs. C'est une statue qui date à peu près du XVIe siècle, qui est au musée à Mexico. Vous voyez que le prince il est dans une attitude un peu extatique. Et puis on a regardé les sculptures qu'il y a sur la statue. Et en fait, dans ces sculptures, on retrouve toute une série de plantes psychotropes, et notamment de plantes hallucinogènes. Donc ça montre l'importance que l'Amérique latine attribuait à ce genre de composés. Alors les hallucinogènes sont des substances qui vont aller perturber les neurotransmetteurs. Donc les substances dont Laurence vous a parlé, qui transmettent l'information d'un neurone à l'autre neurone. Et en fait, nous avons 4 types de neurotransmetteurs qui vont être modulés par les hallucinogènes. Alors ces neurotransmetteurs sont l'acétylcholine, qui vont être perturbés par des plantes de la famille des solanacées. On les appelle les solanacées midriatiques. Ce sont probablement les plantes qu'on va retrouver sur toute la planète dans lesquelles elles sont utilisées comme hallucinogènes, sur laquelle elles sont utilisées comme hallucinogènes. On a des alcaloïdes tropaniques, et la molécule importante, c'est la scopolamine. Alors, une plante qui va jouer dans le système du GABA, le neurotransmetteur GABA que vous avez ici, c'est l'amanite muscarine, le champignon. Alors, il y a également des plantes qui vont jouer sur le système opioïde. Donc, le système opioïde, c'est le système qui va être activé par la morphine, notamment. Et le système opioïde, dans notre organisme, il fonctionne avec des transmetteurs qui sont en fait des peptides, qui sont en fait quelques acides aminés attachés ensemble, et pour lesquels la partie ici, la partie avec un azote et un phénol, sont les parties importantes. Alors il y a une plante qui module certains récepteurs opioïdes, c'est la sauge des devins, la Salvia divinorum. Puis il y a les catécholamines, dopamine, noradrénaline. Ce sont des substances qui vont également transférer des signaux, transmettre des signaux, qui sont perturbés par un cactus mexicain, le peyol, le Lophophora williamsi, dans lequel on va également trouver des alcaloïdes. Alors cette plante-là, elle va perturber le système des catécholamines, mais elle va également perturber le système de la sérotonine. Donc elle va venir jouer sur 2 transmetteurs très importants, et ça va expliquer son effet hallucinogène. Et puis on a des plantes qui sont basées sur le noyau indole, qui vont jouer sur la sérotonine qui est un neurotransmetteur important. Pas mal d'antidépresseurs vont jouer sur le canal de la sérotonine. Donc c'est un neurotransmetteur important. C'est le claviceps, les psilocybès et d'autres plantes, on va les revoir dans les transparents suivants. Alors d'abord les solanacées midriatiques. Alors les solanacées midriatiques sont des substances qui contiennent 2 alcaloïdes majeurs, l'atropine, un des racémiques de l'atropine, et la scopolamine. Et la différence entre les deux, c'est simplement un atome d'oxygène. Alors les 2 substances viennent jouer sur l'acétylcholine, et elles vont en fait occuper les récepteurs de l'acétylcholine et empêcher l'action de l'acétylcholine. Ce sont des anticholinergiques. Alors ces récepteurs, elles peuvent les occuper au niveau systémique, un peu partout dans l'organisme, et également au niveau central. Au niveau central, c'est surtout la scopolamine qui va être active. Et donc les plantes qu'on va utiliser comme hallucinogènes, ce sont des solanacées midriatiques et des solanacées qui sont plutôt riches en scopolamine. Et là-dedans, nous avons les datura. Vous avez ici un exemple, le datura stramonium. Nous avons également les jusquiam noir, jusquiam d'Égypte. Ce sont les plantes qui vont contenir plutôt de la scopolamine. Alors la scopolamine, c'est une substance qui va surtout induire de la confusion, qui va faire perdre le sens
spatio-temporel, donc qui va faire perdre le sens de l'espace, le sens du temps, et qui va induire une sorte d'hallucination, d'état hallucinatoire. Les sérums de vérité, les premiers sérums de vérité, étaient à base de scopolamine. Et en injectant la scopolamine, on perd un peu les sens, et finalement, on finit par dire des choses qu'on n'avait pas envie de dire. Et donc ces datura, ces jusquiams, ont été utilisés pratiquement partout sur la planète pour cet état délirogène. Alors vous connaissez tous les sorcières, le sabbat de sorcières, et en fait, on a une hypothèse sur le balai, c'est que le balai était en fait enduit par un onguent à base d'un extrait de datura ou de mandragore. Et en fait, en se frottant le balai sur les parties intimes, on favorise la résorption des alcaloïdes. Et les danses du sabbat, c'est induit par ces alcaloïdes qu'on résorbait de cette façon-là. Donc vous verrez Harry Potter d'un autre œil la prochaine fois. Alors c'est midriatique, parce que c'est caractéristique, elles vont produire une midriase, c'est-à-dire qu'on va avoir une augmentation très très forte du diamètre de la pupille. Alors l'amanite muscarine, c'est un champignon que vous connaissez bien, c'est un champignon de nos régions. On a longtemps cru que c'était la muscarine, le principe qui était à la base des effets psychodysleptiques, des effets hallucinogènes. Bon, on s'est rendu compte que ce n'était pas la muscarine, c'était d'autres dérivés, l'acide ibothélique et le mucimol, qui viennent interagir avec les récepteurs, non pas muscariniques, mais avec les récepteurs GABA, et qui en fait vont modifier les qualités subjectives de la perception. Alors vous voyez la dame ici qui flotte avec son champignon, je trouve que c'est une belle allégorie, mais les effets sont peu prévisibles, parfois hypnotiques et sédatifs, parfois hallucinogènes, donc les effets sont peu prévisibles. Utilisés par les chamans, utilisés par les notables, qui consommaient le champignon. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, les principes actifs étaient excrétés dans l'urine. Et donc les gens qui avaient moins d'argent, qui étaient moins hauts dans la société, récupéraient l'urine de ceux qui avaient mangé le champignon pour planer à leur tour, pour avoir les hallucinations. Donc c'est intéressant comme champignon, et on le trouve dans nos forêts. Mais les doses sont difficilement prévisibles. Alors une autre plante, c'est la sauge des devins. La sauge des devins, Salvia divinorum. Dans toutes les plantes et les principes actifs que je vous montre, c'est la seule qui n'est pas contrôlée comme stupéfiant. Donc en Belgique, elle est surveillée aujourd'hui, mais elle n'est pas sur la liste des stupéfiants. Alors Salvia divinorum, elle va aller taper dans des récepteurs des opioïdes. Alors j'ai repris ici la structure d'un opioïde, la méthamphétamine, et la structure de la morphine. Et vous voyez qu'on a une très belle similitude de structure entre l'azote et sa position par rapport au phénol. Donc c'est une belle similitude de structure qui explique que la morphine va rentrer dans les récepteurs des opioïdes endogènes. Alors ici, de manière très étonnante, ce qu'il y a dans Salvia divinorum, c'est totalement différent. Il n'y a pas d'azote, il n'y a pas de phénol, et c'est une substance qui ne devrait pas aller taper dans les récepteurs opioïdes. Et pourtant, elle va taper dans une classe de récepteurs particulière, on les appelle récepteurs kappa, et ce sont les récepteurs de la morphine qui sont responsables des dysphories, qui sont responsables des hallucinations. Donc si on a une substance totalement différente, qui ne va pas taper dans les autres récepteurs de la morphine, qui va uniquement aller activer les récepteurs kappa, qui va uniquement aller activer les hallucinations. Donc quelque chose de tout à fait curieux et qui n'est pour l'instant pas contrôlé, donc qui pourrait être utilisé par notre ami médecin. Voilà, donc un neurotransmetteur qui est important, c'est la sérotonine. La sérotonine, vous avez la structure ici, nous avons un noyau à 6 chaînons, nous avons ici un noyau à 5 chaînons avec un azote, et puis une petite queue avec également un azote. Alors cette sérotonine, elle est très présente dans l'organisme, on la retrouve partout dans l'organisme, et on la retrouve également avec toute une série de récepteurs. On a énormément de récepteurs à la sérotonine, qu'on va classer comme étant les récepteurs 5-HT, et on a les récepteurs 5-HT1, HT2, HT4, 5, 6, 7, qui sont très semblables. Et donc les molécules qui peuvent aller taper dans un des récepteurs vont parfois également aller activer ou inhiber un autre récepteur. Donc on manque de spécificité dans les molécules qui vont aller sur ces récepteurs
à part les 5 HT3 qui sont totalement différents et pour lesquels on peut avoir une belle spécificité. Autrement, la plupart des molécules vont activer ou inhiber l'un ou l'autre récepteur et on va avoir des pharmacologies extrêmement complexes. Alors la sérotonine est impliquée dans le système nerveux central, dans des excitations, des inhibitions. Elle permet le contrôle de l'appétit, du sommeil, de l'humeur. Donc pour la dépression, c'est là qu'on va aller jouer. Et c'est notamment le récepteur 5-HT1A, également la perception de la douleur, et plein d'autres activités au niveau cérébral. Et nous avons des plantes qui produisent des principes actifs qui vont aller activer ou inhiber ces récepteurs. Alors parmi ces plantes, nous avons le peyote, c'est une cactacée. Ce peyote, il contient de la mescaline et de l'analamine. Bon, vous voyez qu'on a une très belle analogie avec la dopamine et la noradrénaline. J'ai mis en rouge ce qui était analogue. Et il va également taper dans des récepteurs de la sérotonine. Donc en fait, ça va être un agoniste des récepteurs 5-HT2A, HT2C, et également un dopaminergique. Soit par agonisme des récepteurs, il va aller dans les récepteurs de la dopamine, soit il va favoriser le relargage de la dopamine, et il y aura plus de dopamine. Et donc l'effet global, ça va également être des effets de modulation des perceptions, des effets hallucinogènes. Alors ce cactus, on l'appelle le peyote, et en fait on fait une boisson, le mezcal. S'il y a des amateurs de western ici, on voit régulièrement les Indiens qui invitent le gentil cow-boy à boire du mezcal. Et si vous avez vu le film Blueberry, qui n'est pas terrible, soit dit en passant, là vous allez voir énormément d'hallucinations qui sont reproduites. C'est censé être les hallucinations sous peyote qu'on va voir là-dedans. Alors l'ergot du seigle, c'est une substance qui était responsable, c'est un champignon parasite du seigle, et en fait c'est un champignon qui était responsable de grosses intoxications en Europe. Sur la fin du Moyen-Âge, on a eu une mortalité terrible due à des intoxications par l'ergot. Alors les intoxications par l'ergot, on appelle ça le feu sacré, parce qu'on avait l'impression que les gens brûlaient de l'intérieur. Et en fait, on avait des très fortes vasoconstrictions, et on avait des gangrènes. En fait, les membres noircissaient depuis l'extrémité des membres. Et puis une caractéristique de l'ergotisme, c'est que ça tombe tout seul sans douleur. Et donc on avait des gangrènes, et on avait également des crises épileptiformes. Et on pense que l'ergot est responsable de l'épisode des sorcières de Salem, où ils auraient consommé du seigle parasité. Alors dans l'ergot, on a des alcaloïdes. Ce sont les alcaloïdes construits sur un acide, qui est l'acide lysergique. Et vous retrouvez ici, dans l'ergot, dans ces alcaloïdes, vous retrouvez le motif de la sérotonine. Vous retrouvez tous les atomes de la sérotonine. Ici, c'est un alcaloïde simple. Ici, c'est un alcaloïde complexe, l'ergotamine, où il y a une structure un petit peu complexe formée de 3 acides aminés au-dessus de l'acide lysergique. Donc, on a tous des dérivés de l'acide lysergique et des molécules qui ont de puissantes activités vasoconstrictrices, qui augmentent la tonicité au niveau de l'utérus. On a fait avec l'ergot la poudre des parturientes qui a permis de faciliter l'accouchement, qui a permis de réduire les hémorragies après accouchement, qui ont sauvé beaucoup de vies à partir du XVIe siècle. Donc pas mal d'utilisations thérapeutiques. Et puis à partir de l'acide lysergique, donc vous voyez la structure de base ici. Pardon. On revient ici. La structure de base qui est en dessous, l'acide lysergique. En fait, le professeur Albert Hofmann, il a fabriqué le LSD. Ce qu'il a fait, c'est simplement rajouter un petit morceau sur l'acide lysergique. Et puis, le jour où il a fait la synthèse, en fait, il est en train de recristalliser le produit, et puis il en a respiré un tout petit peu, et il a commencé à péter les plombs. Il a commencé à avoir des visions, à avoir des mouvements dans tous les sens. Il est remonté sur son vélo. Les amateurs de LSD appellent ça le Bicycle Day, en souvenir de ce jour-là. Il est rentré chez lui, il s'est mis dans son divan, et il a vu le monde tourner autour de lui et des visions s'ouvrir autour de lui. Alors, il s'est demandé ce qui est arrivé. Le lendemain, il est retourné, et au laboratoire, avec ses laborantins, ils se sont intoxiqués l'un l'autre pour trouver les doses efficaces. Ça ne devait pas être triste dans le labo ce jour-là.